Il y a aujourd'hui combien d'années que je me suis enfui pour toujours de Santiago, Antonio? Nous sommes en novembre, mois de ton anniversaire, je crois, mais je ne sais plus très bien le jour. Tout devient si vieux tout à coup, et au regard de la mémoire, si beau et moche à la fois. Ça m'est revenu tout à l'heure, en me regardant dans la glace pour savoir si j'allais me laver ou pas. Je me trouvais l'air sale, sans savoir si c'était au dehors ou en dedans. Depuis des années, c'est ainsi, je ne sais pas où je suis sale. Je sais que je le suis, c'est tout. Certains jours plus que d'autres, et ça n'a rien à voir avec la crasse qui m'entoure. Parfois, je me lave et ça ne part pas, je reste alors seul et sale. D'autres fois, je sais que rien n'y fait, c'est inutile et je m'épargne cette corvée qui m'épuise, cette douche qui m'essouffle. J'essaie de me sourire dans la glace et voilà, je suis lavé pour la journée. Là, je n'arrivais pas à me décider. Et puis j'ai vu le calendrier accroché à côté du petit miroir ébréché, et il m'est venu un pincement au cœur. Ce souvenir de Santiago, de novembre et de toi. J'ai vu novembre et je t'ai vu à la rivière, tes longs cheveux dans les fleurs et des insectes bourdonnant au-dessus de nos têtes. Le genre de vision naïve et charmante qui fait si mal, qui laisse si lourd du vide qu'elle laisse. Je viens de regarder par la fenêtre. La fenêtre de ma chambre donne sur l'arrière d'un autre bâtiment de l'ensemble en ciment qui m'abrite. Il y plane toujours un air gris et confiné, même par beau temps. Un air épais et poisseux, qui fait se sentir sale lui aussi, et qui nous pousse nombreux à renoncer au bain, pour ceux qui savent encore ce qu'est l'hygiène du corps, pour ceux qui savent encore où est leur corps. Si tu étais là, tu pourrais voir tout un tas de petites lucarnes qui font des yeux au mur. Moi, je les appelle fenêtres, mais un enfant de 10 ans ne pourrait déjà plus passer au travers. Plus bas, tu verrais les poubelles entassées au rez-de-chaussée. Comme nous, elles débordent. On les ramasse, on les entasse. Elles restent là jusqu'à puer sous les lucarnes. Il n'y a qu'en levant la tête que tu pourrais voir un petit bout de ciel et voir qu'aujourd'hui, il fait beau, qu'une lumière perce le puits gris qui s'érige entre l'air pourri de ma fenêtre et le mur de l'autre immeuble. Et ce soleil comme voilé dessus me rappelle Santiago quand il fait chaud. Quand je me mets à penser comme ça à cette ville, Antonio, tu ne peux pas savoir l'envie folle, mais folle, qui me prend d'y retourner. Mais je n'y retournerai pas. Je sais bien, et tu le sais aussi, que je ne pourrai jamais y retourner. C'est une certitude terrible et en écrivant cela, j'ai mal au bide. Tellement mal au bide que je m'accroche à la table et m'agrippe au papier. Ce papier sur lequel tu lis ces mots mal formés, cette ligne de travers qui remonte pour échapper au creux que je sens s'élargir sous mes pieds. Sous mes pieds, il n'y a plus de sol commun au tien. Tu ne sais pas, toi, ce que ça fait quand il n'y a plus rien sous les pieds, quand on a quitté une ville qui n'est déjà pas la sienne, mais qui a juste commencé à l'être, quand on l'a quittée pour une autre et encore une autre qui ne sont jamais devenues siennes, qu'on n'a jamais pu vraiment habiter, dont la rumeur ne parle pas au cœur et n'est que bruit insignifiant. Ça rend malade. Ça rend malade rien que d'y penser. De penser qu'on ne veut pas rester et qu'on ne peut pas repartir, qu'on ne peut pas ou ne veut pas, et qu'il n'y a pas d'autre place que celle où l'on est, qui n'en est pas vraiment une, qui est celle qu'on occupe pourtant. On occupe du vide. On occupe une absence comme on peut, du mieux qu'on peut. On la peuple, on la crie, on l'embrasse et quand même ça rend malade. On reste en l'air, les pieds en l'air, sur un câble tendu qu'on ne voit plus et dessous pas de filet, tu comprends ? Je me sens si seul, Antonio. Je suis si triste et si faible que je ne peux plus rien.
pas même pleurer. Quelquefois j'essaie, je me dis que pleurer c'est la vie. Je me jette sur le lit à plat ventre et me force à coups de contraction de ce qu'il me reste d'abdomen à hoqueter, à gémir, à sangloter, à crier plaintivement comme une bête blessée, à grogner. Mais je n'y arrive pas. Et dans ces moments-là, je pense toujours à toi, à comment et combien je pleurais lorsque je t'ai connu, lorsque j'ai su que je t'aimais d'amour, toi, mon ami, quand j'ai su qu'un très beau drame se nouait en moi, du simple fait que je tremblais en entendant ta voix, en te serrant la main, en te voyant de dos dans la foule. Je restais ainsi des heures sans bouger, couché dans mes jeunes larmes, en attendant une lettre, un coup de téléphone de toi, avec une amertume au coin des lèvres qui n'a jamais disparu. Mais aujourd'hui, pas de lit, pas de pleurs jouées. J'ai préféré t'écrire. Il faut dire que les draps sont immondes. Les employés de la maison ne les changent que toutes les 2 semaines et on n'est pas loin du bout de la 2e. Ajoute que quand par miracle j'ai un peu d'appétit, ce n'est jamais aux heures où il faudrait, alors je mange sur le lit les quelques aliments comestibles que je vole dans le réfectoire à ceux qui ne mangent pas du tout. Bouffe de carton-pâte infecte, que j'avale en miettes qui retombent sur les draps. Je suis si maladroit et au fond, je m'en fous. J'ai 54 ans et j'en parais 80. Je suis sale et pourtant je suis propre, mais comment se sentir propre ici? Je prends une douche par jour, le matin. Ça m'épuise tellement que souvent je me recouche. Je ne me rendors pas vraiment, c'est impossible avec les cris sortant des lucarnes voisines. Ça commence très tôt, parfois ça n'a pas cessé de la nuit. Je mets la radio et divague avec elle. Je reste comme ça, dans le baignoire humide qui me moisit la peau. Dans les plis, elle est verte, entre les doigts de pied presque bleus. Je me relève et m'occupe de mes ongles, de mes oreilles, de mon nez. Je brosse, je gratte, je récure. Je mets des gouttes et des pommades. Parfois, je me trompe et j'ai peur, comme si elles n'étaient pas toutes interchangeables. Comme si une mauvaise pommade appliquée à tel endroit pouvait m'abîmer davantage. Quelquefois, j'ai le courage d'aller dans la grande salle de toilette commune pour prendre un bain. Mon corps est si léger qu'il ne flotte presque plus. Je sens son poids qui m'enfonce. Et mes fesses touchent le fond du baquet, ça me dégoûte. Même si je sais qu'il a été nettoyé, j'ai l'impression de me frotter à d'autres fesses fantômes. Et entre les os, je sens la folie qui s'immisce et j'ai peur. Je n'y vais presque plus. Je préfère rester couché et rêver que je suis gros, avec une bonne couche de graisse qui me protège. Puis, quand je me réveille, je me déshabille entièrement et me plante devant la glace fixée à la porte de l'armoire. Moi, j'ai le droit d'avoir une glace, sans doute parce que je sais encore qui je suis. Quel malheur. Je me regarde longuement. Et je songe que toujours, je me suis regardé longuement dans les miroirs, dans tous les miroirs où je pouvais me voir nu, avec envie et curiosité, avec le désir de posséder de mon corps ce qui semblait ne pas lui appartenir, ce que je ne reconnaissais pas comme étant lui, ce qui ne collait pas avec mon corps intérieur, ma représentation. Aujourd'hui, je me regarde et tout concorde. Je suis aussi maigre que je me sens maigre, aussi moche que je me sens moche, aussi sale aussi. Tout colle. C'est désagréable et rassurant. C'est bien moi. Nu entièrement, surtout depuis que j'ai perdu tous mes poils. Je n'en ai jamais eu beaucoup, j'étais glabre du torse et sur mes jambes une pilosité éparse, sauf les tibias plus fournis. Maintenant c'est fini. Plus de poils à part au menton et sur les joues, d'un gris blanc sale. Ma peau a toutes les nuances de blanc et de gris. Elle est très sèche et souvent elle pèle malgré les crèmes. Elle ne pendouille pas, tant je suis maigre. Elle est tirée par tous les os saillants, mais si je la pince, alors elle se ride horriblement et c'est la peau d'un vieillard. Je me regarde.
Je suis toujours aussi grand. Je ne me plains pas. J'ai toujours voulu être grand quand j'étais petit. Mais j'aurais pu l'être moins. Je me serais alors senti un peu moins en dehors du monde, plus dedans, avec tous les autres, plus près des petits, qui m'ont toujours attiré mais à qui je faisais peur. Je me suis un peu tassé peut-être, mais ça ne se voit pas dans cette place. Je ne grandis plus, en tout cas, voilà enfin une chose normale. Parce que les poils, normalement, ça n'arrête jamais de pousser sur le corps d'un homme. Quand ça commence, ça continue jusqu'à la fin. Mais suis-je encore un homme? Ou suis-je déjà au-delà de la fin? Je ne réponds pas à ces questions. Je préfère toucher les quelques muscles très fins et très durs qui me restent. Ça me rassure, de quoi je ne suis pas sûr. Mais je reste de plus en plus couché, ils se ramollissent. Et puis, parfois, même dur, je sens comme une faiblesse à l'intérieur, dans les cuisses surtout. Il y a aussi d'autres symptômes. Une douleur dans l'os, je pense que c'est dans l'os, dans le col du fémur. Comme si on faisait passer au travers, lentement, une longue et très fine lame légèrement chargée en électricité. Ça me rappelle les tortures de 73. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les médicaments qui font ça. Et c'est pour vivre, soi-disant. Un autre symptôme. J'ai une envie de vomir permanente et je n'arrive jamais à le faire. Et puis j'ai des fourmis dans les orteils et dans les doigts, l'estomac noué, un tic à l'œil gauche, comme un muscle qui disjoncte. Peut-être que je ne devrais pas prendre tous ces remèdes. Autant chaque jour, c'est suspect. Certains doivent cacher, recouvrir des choses que je ne veux pas voir. Peut-être que tout ça ne sert à rien, que je ne devrais prendre aucun remède. Peut-être que ce mal ne vient pas du corps, et que c'est pour ça que je suis ici. J'y habite comme je peux. On me laisse tranquille. Dans la journée, je peux sortir. Quand je me palpe et que mon corps devient trop mou, alors je me force, je sors, je marche. Je supporte mal le bruit des klaxons et des motos stridentes et je préfère aller dans les quartiers de ruelles piétonnes où même le jour on dirait la nuit. J'aime voir les putes, les travestis qui rient, les petites frappes au tarif bon marché qui s'adossent à l'angle des rues. Parfois je m'en paie un juste pour dormir avec moi, 2 heures dans un hôtel l'après-midi. Ils sont contents. Argent facile. Quelques-uns veulent absolument coucher, ils insistent et c'est une des rares choses qui me font encore rire. Mais je préfère parler. Baiser, je ne peux plus. Même si parler me fatigue aussi, le plaisir est plus sûr. Et au moins là, je ne me sens pas sale. Car faire l'amour sans amour n'a plus de sens. Et dormir sans érection n'est plus doux. Mais je n'ai plus envie de parler de ça pour l'instant. Pour ne pas en parler pour l'instant, je lève la tête et dévie mon regard de la glace pour ne pas voir mon visage qui fout le camp. Le corps, c'est différent. Je peux toujours me dire que c'est le corps d'un autre, même si je sens bien que c'est le mien. Ce sont mes yeux sur un corps, mais mes yeux dans mes yeux sur mes joues creuses, mes yeux sur ma bouche tombante, sur tous les sillons qui ravinent le front pour la rejoindre, mes yeux qui me fixent, non, ce n'est pas possible. Je sais trop bien que c'est ma figure, et ne peux pas ne pas voir l'autre figure, celle de ma jeunesse, se superposer au masque émacié d'aujourd'hui. Je reconnais quelqu'un qui fut moi. Pourtant, sur les autres, j'aimais faire cet exercice. Apercevoir la vieille femme ratatinée derrière le visage juvénile d'une jolie fille, ou inversement imaginer sous la peau d'un vieillard les traits fermes et virils du jeune combattant anarchiste de 36. Moi je suis, enfin j'étais, entre les deux, ni jeune ni vieux. Je pouvais aller dans un sens ou dans l'autre à ma guise. Aujourd'hui c'est trop difficile. Il n'y a plus qu'un sens possible, pas celui que je préfère. Mon visage n'a plus de chaleur, même les yeux. Je me détourne de moi. Je me détourne et lâche les bords du lavabo qui lui aussi est froid mais au bord plus rond que moi.
Sous mes pieds nus, il n'y a toujours rien. Sur le sol en lino qui pue la vieille eau de Javel, je crispe toute la plante de mes pieds, mes orteils encrochés, comme pour rattraper le sol qui me manque. Mais je n'attrape rien. Pas même ce sol-là. Alors je décolle mes pieds, chose des mules dépareillées, et je descends à l'entrée pour voir si je n'ai pas de lettres. Pareil tous les jours, plusieurs fois par jour. Je reste nu sous mon peignoir, j'ouvre la porte et je marche dans les couloirs. J'aime sentir mes couilles qui balancent à l'air libre sous mon peignoir, tout en disant bonjour aux infirmiers. Et je pense à mon grand-père qui tous les matins passait 1 heure au moins les testicules en liberté, disant que pour un homme qui se voulait libre, rien n'était pire que de garder ses couilles attachées. Petit garçon, je pensais que c'était ça, un vieux cochon. Un vieillard qui tous les matins se gratte le scrotum en souriant, tout en prenant son petit déjeuner. Aujourd'hui, je comprends. Je me suis fait enfermer, mais je laisse pendre ce qui doit pendre, le long des couloirs surchauffés, pour aller guetter des lettres qui n'arrivent jamais. C'est normal, après tout, de ne pas avoir de lettres. Je n'ai plus personne là-bas, à Santiago. Seulement Antonio. Mais à présent, après toutes ces années, je ne sais plus très bien si c'est pour toujours, ou si au contraire je n'ai plus personne pour de bon. Et je croise quelques fous qui, eux non plus, ne savent pas très bien, ou qui ne savent que trop. Je ne voulais pas penser à Antonio maintenant, mais quand j'ai vu que je n'avais pas de lettre, sans le vouloir, j'ai pensé « ce serait si bon d'avoir une lettre d'Antonio là, tout de suite ». Je prendrais la lettre, je remonterais les escaliers, je marcherais dans les couloirs, le cœur et les couilles battant, je croiserais des infirmiers à qui je sourirais béatement et qui croiraient qu'enfin je suis fou. J'ouvrirais ma porte, je m'assierais sur le lit, je lirais lentement. Il y aurait sûrement des nouvelles de Santiago. Et aussi, il devrait parler de cette petite rivière où on allait se baigner. Si la journée est ensoleillée, on devrait pouvoir commencer à bronzer en ce moment, lui et moi, parce qu'à part moi, il est le seul à connaître l'endroit. Alors, j'allumerai une cigarette et je lirai, je relirai. Puis je prendrai une feuille de papier et un stylo, je réfléchirai un peu et commencerai à répondre. Sous la date, il faudrait que j'écrive quelque chose. Là, je sécherai. Qu'est-ce qui serait mieux? Mon cher Antonio ou cher Antonio? Ami Antonio ou juste Antonio? Ou pourquoi pas mon ami? Je resterai un bon bout de temps comme ça, à réfléchir à ces mots simples jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit. Je déciderai peut-être de commencer à écrire sans mettre de date, pour ne pas avoir à tout raconter. Ou bien je laisserai la lettre comme ça, juste avec une date et puis la page blanche, pour qu'ils puissent tous raconter comme ils voudraient. Et j'irai me coucher. Ou bien je me raserai pour mettre de la douceur sur ma peau. Sauf que non, rien de tout ça. Pas de lettre, pas de réponse. Juste moi tout seul dans une cellule où je me réfugie, sans même de la folie pour me tenir compagnie. Juste des souvenirs, de la tristesse et la douleur. La douleur. Je l'ai senti revenir à l'aine, entre la chair et l'os. Je me suis assis par terre en tailleur, posant ma main à l'endroit où ça faisait mal, et j'ai essayé de me détendre en respirant profondément, en ne pensant à rien, à personne, surtout pas à moi. Je sentais moins la douleur comme ça. Mais un frisson m'a parcouru, me ramenant à moi, à ce poids que je sens, une fois soulagé de la douleur. Un souvenir précis que je ne veux plus évoquer. Une honte sournoise, une culpabilité que je ne nomme pas, un regret pour lequel il n'y a plus rien à faire. J'étais comme ça, le cul par terre, et j'ai regardé par la fenêtre ouverte le soir qui venait avec un air très doux pour la saison. Et je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant m'est revenue une chanson de Violette à part qu'on fredonnait avec Antonio quand on marchait sur le sentier au retour de la rivière. Et la voix de Violette m'a envahi, et en contrepoint celle de Victor.
Puis c'est toute une rumeur qui s'est mise à gronder. Le Quartetto Cedrone, Inti Limani, Mercedes Sosa. Le chant général de tout ce qu'on a perdu. Et ça faisait si mal partout dans ma tête que j'ai pensé qu'il suffirait que je me lève, que je prenne un peu d'élan pour me jeter dans le vide et que ça s'arrête. Voilà. Et ce serait fini, tout ça. Antonio, Santiago, Violetta et le reste. Les 26 comprimés qu'il faut chaque jour avaler pour quand même mourir finalement. Et tous ces êtres perdus qui m'entourent en criant, se frappent et se blessent pour interroger la vie ou quoi. Ce n'était pas la première fois que ça me passait par la tête. Mais je n'ai pas encore assez maigri pour passer au travers d'une des lucarnes. Et, en somme, je ne suis pas encore assez mort pour pouvoir me tuer. Et puis, je ne suis ni lavé ni rasé, et je ne supporte pas l'idée d'être un sale mort. Pourtant, cette fois, Antonio, je ne sais pas pourquoi mon envie de sauter ne passe pas. Mais je résiste, que faire, car je n'imagine pas me tuer autrement qu'en sautant. Il n'y aurait personne pour me regretter, ni même pour se sentir floué par ma mort, qui de toute façon surviendra. Pas même Caroline, déjà partie depuis longtemps. Ni Miguel, qui s'est remarié je ne sais où et avec qui. Ni Domenico, qui s'est immolé par le feu avec tous ses livres après la junte, dans son appartement dévasté par ces enculés sauvages de la police politique. Ni Bruno, un des leaders du mouvement de la gauche révolutionnaire à Valparaiso. Tu sais, ce beau gars métis qui faisait jouir très fort ma cousine, qu'est-ce qu'on a pu rigoler là-bas. Elle gueulait « Je t'aime, dévaste-moi !» Et lui chantait « El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. » Tu parles. On est presque tous morts, exilés ou disparus aujourd'hui. Quelle belle union du peuple, invincible, vraiment. Non. Ni eux, ni tous les gens du mouvement d'action populaire qui fréquentaient ce bar incroyable sur une colline à côté du téléphérique, où la patronne noyait la révolution dans l'alcool de contrebande. Maria Esther, c'est son nom. Quelle femme. Non, personne. Pas même toi qui ne m'as jamais écrit. Je me mets à compter sur mes doigts ceux qui pourraient me regretter, et je vais te dire, j'ai des doigts en trop. Je suis très malheureux, Antonio, et je me sens si vieux. Ici, jour après jour, j'ai découvert au milieu des fous qu'au fond de moi, je n'ai plus envie de vivre. M'en voudras-tu de ne plus combattre, toi qui disais qu'il faut faire l'amour à la vie jusqu'au bout? Mais c'est la mort, la chienne, et le deuil qui nous ont tous baisés et dévastés, Antonio. Et ce salaud d'Augusto qui fait la nique à la justice, quand j'y pense, j'enrage, tu ne peux pas savoir. Parfois, je me demande si ce n'est pas ça qui me tue à petit feu. Et puis, avoir survécu aux rafles, aux interrogatoires interminables et absurdes, à l'horreur surréaliste des exécutions du stade, à la torture et au viol, pour me retrouver là, 30 ans après ou presque, à crever lentement de cette saloperie, chopé je sais pas où en faisant l'amour un jour pour survivre, en offrant mon cul pour bouffer, dans quel cave obscur, de quelle périphérie, de quelle capitale européenne où j'ai traîné ma jeunesse finissante, à la recherche des quelques nôtres encore vivants et dispersés. Si ce n'est pas l'horreur, je veux bien que tu me dises ce que c'est. On n'échappe pas au cycle du malheur. La Dina m'a laissé une vie exsangue. Le sida me l'a foutu une seconde fois. Sais-tu ce que c'est, toi? Ce mal sans visage parce qu'il en a plus de sang? Et sais-tu ce qu'ont été toutes ces années dans toutes ces villes que tu ne connaîtras jamais? Je vais te le dire, Antonio, même si ça ne m'apaise pas. Des années d'errance, ivre dans les bars d'immigrés latinos, colombiens, péruviens, argentins, fracassés par l'alcool et les drogues frelatées, abîmés dans des musiques tristes qui chantaient en pleurant dans la fumée des cigarettes et du hache. Des années d'amour grappillées, éméchées, tarifées par moi ou les autres à des coins de rue, dans des cours d'entrepôt ou des palaces arrogants, des toilettes publiques ou salles de bain privées. Les années 70, les meilleures et les pires de nos illusions. À Hambourg, à Paris, à Rome et à Marseille, à Londres et à Bruxelles, amour à n'importe quel prix pour voler de la tendresse.
récolter quelques morpions en essayant de t'oublier, toi et le putain d'amour que tu m'offrais sans te donner. Pardonne-moi. La débrouille pour survivre. Un peu de solidarité, un crédit dans une cantine brésilienne, les traductions de nos poètes qui ne rapportaient pas un rond, les traductions d'articles économiques vantant le capital qui rapportaient un peu plus et que je bouclais la rage au ventre avec le sentiment de te trahir encore, de vous trahir tous. Des années de duplicité, Antonio, qui te rongent et te coupent en rondelles. Des années d'absence en pagaille, où tu retrouves des paumés qui ne sont pas les tiens mais que tu adoptes, ceux-là ou d'autres, quelle importance. Et puis, la décision de m'installer ici, de me poser enfin, de renoncer, pour fabriquer des repères, reconquérir un terrain ravagé par le doute et la colère. J'ai compris que changer de lieu sans cesse ne valait rien. Il fallait changer de vie pour renaître aux lieux connus et inconnus. J'ai voulu découvrir tout ce que ton absence recouvrait. Cesser de la fuir dans le leurre de te retrouver, enfin aimant, enfin mon amant. Rencontrer des gens nouveaux, m'ouvrir à leurs blessures, à la multitude de leur histoire, cerner le vide qui me creusait, l'accepter. Ne plus en faire une infirmité, une malédiction, un sujet de larmes, en faire même un sujet de joie, comme témoin d'un immense amour qui dure et envoûte. J'ai choisi Barcelone. Duplicité encore. Mais la ville était folle, en pleine explosion. Le vieux salaud d'ici était enfin crevé et tout était possible, même sans utopie. Tout ou presque. Je n'ai jamais pu apprendre correctement le catalan. Il me fallait déjà faire tant d'efforts pour parler bien le castillan, et c'était une occasion. On ne se rendait pas compte, Antonio, à quel point l'espagnol de chez nous est différent de celui des Ibères. C'est presque une autre langue. Une de plus. Et puis honnêtement, je m'en foutais de la Catalogne catalano-catalane. Je ne le disais pas parce que je recherchais des amis, que ce n'était pas mon combat. L'ordure était morte, l'Espagne libre et soi-disant démocratique, c'est tout ce qui comptait. La place était nette malgré les traces de la guerre de 36 sur sa ternure. Les trottoirs étaient libres de cadavres et dans les caniveaux, le sang ne coulait plus. C'était encore le temps de la démerde, moins dur que dans le voyage permanent, mais tu le sais, l'argent n'a jamais beaucoup compté pour nous, pourvu qu'on puisse rester digne quand même. Et quand on a tant souffert du manque de tout dans l'enfance et à l'adolescence, on se réjouit de manger normalement tous les jours dans sa chambrette et de sortir boire un verre de vin le soir avec 3 ou 4 compagnons qui peuvent enfin lire ce qu'ils veulent, à livre ouvert et sans angoisse dans la poitrine. C'est comme ça qu'un jour j'ai rencontré Paco. Là, je m'arrête d'écrire un moment car je ne sais plus comment commencer à te raconter cette histoire. Alors je relis ces dernières lignes et je souris avec un peu d'amertume. C'est sans doute un effet de l'âge et du regard en arrière quand on a fait de la route sans toujours voir son chemin. Ces années-là, figure-toi, ont été les plus tranquilles de ma vie, dans la plus grande agitation urbaine que j'ai connue. Mais revenons à Paco. Je ne sais toujours pas comment te raconter ça, tu vas me prendre pour un dingue. Disons qu'une nuit, je t'ai vu. Ne ris pas, c'est exactement cela. Je remontais une rue vers le port, un quartier plutôt moche et misérable à l'époque, mais j'aimais bien. Et puis là, à l'angle du bar où je me rendais pour retrouver des camarades, tu vois que je n'ai pas perdu l'habitude d'utiliser ce mot, je t'ai vu. Toi, en personne, comme tu es. Ou plutôt, comme tu étais il y a 30 ans. C'était bien toi, pas quelqu'un d'autre que j'aurais pris pour toi, tant le désir de te voir était fort. D'ailleurs, à cette époque, je parvenais à penser à d'autres hommes que toi. Tu étais debout sur un pied, adossé au mur noir de la baraque à sandwich qui jouxte le bar, et tu grignotais quelque chose de frit. Tu n'étais pas une vision de l'autre côté de la rue qui aurait disparu à mon approche dans le flou d'un réverbère fatigué. Non, non, c'était vraiment toi, Antonio. Dans un de ces jeans taille basse que tu portais avec un gros ceinturon à boucles et qui t'allait si bien. Je suis resté planté sur le trottoir d'en face, pétrifié de surprise et de joie. Tu m'as vu, plusieurs regards par en dessous, puis tu m'as souri.
Alors j'ai voulu traverser, venir vers toi pleurer tous mes regrets, mais une camionnette est passée et une fois disparue, toi tu n'y étais plus. Je me suis pincé les lèvres, j'ai trébuché en traversant, et puis je me suis dit, n'en parlons plus. Il faudra que je m'habitue à ton fantôme. J'ai pris les escaliers qui descendaient au bar. C'était une ancienne cave voûtée, toujours pleine de mouches, dans laquelle on arrivait par un petit couloir. Je me suis laissé prendre à nouveau par le bruit, par les mots, les rires et les rôles de tous ces gens agglutinés jusque devant les minuscules toilettes à la turque. J'ai retrouvé Fernando et Isabelle, un couple d'artistes fauchés que j'aimais bien et qui vivaient la bohème comme on n'ose plus. Et là, en discutant dans la fumée, au milieu de silhouettes mouvantes et stridentes, je t'ai revu, seul avec ton verre au fond du bar, et tu me regardais, l'air amusé. Tu m'as fait un signe de la tête, j'ai quitté Fernando et Isabelle, et suis venu vers toi, je ne sais pas comment, tellement mes jambes tremblaient. Tu m'as souri, tu as trinqué en me disant bonsoir, tu as sifflé ton verre. Et puis nous avons commencé à parler, et là, j'ai rencontré Paco. Et Paco n'était pas toi, Antonio, je ne vous ai pas confondu. Qui était-il, peu importe, je ne crois pas que ça t'intéresse, et d'ailleurs moi-même, je ne l'ai jamais très bien su. Il aimait parler de tout, des autres et du monde comme il va, mais de lui ne disait rien ou presque. Mais Paco, lui, me désirait moi, ma grande carcasse et mes yeux tristes. On se retrouvait toujours là, dans ce bar et par hasard. Jamais de rendez-vous, il n'en était pas question. On se retrouvait, on buvait, on parlait, et puis à un moment il me disait « Tu m'emmènes chez toi ?» On y allait, on se déshabillait, on laissait la lumière parce qu'il aimait me voir jouir, et on faisait l'amour tranquillement toute la nuit, moi la plupart du temps assis sur sa belle et longue queue. À l'aube, il se levait, ouvrait le frigidaire et se servait un verre de lait. À la porte, il me tapotait gentiment le ventre, souriait et disparaissait dans l'escalier. Jusqu'à la fois suivante. Bar, hasard, bière, parole, désir, chambre, jouir. Rhabillé, verre de lait, sourire, salut. Ça m'allait très bien. À lui aussi. Je n'ai jamais parlé de toi à personne, Antonio. Et surtout pas à Paco. Je ne t'en parlerai même pas à toi si je ne m'étais pas aperçu tout à l'heure que c'est le mois de ton anniversaire. C'est pour cela que je t'écris après si longtemps. Et aussi pour réprimer cette envie de sauter par la fenêtre et d'en finir une fois pour toutes avec la nostalgie de toi et du pays que je ne reverrai jamais. C'est la pire de mes douleurs. Mais je te l'ai dit, ce n'est pas possible. Il faudrait que je me jette d'un autre endroit, que je loue une chambre au 15e étage d'un palace et je n'ai pas les moyens. Car pas question de se rater, et les pensions abordables culminent à 4 étages. Ce qui est insuffisant, je le sais depuis que j'ai vu ce film terrible de Polanski, Le Locataire, où le personnage que le roman interprète se défenestre plusieurs fois, se manque, se casse en morceaux, se ramasse, remonte les étages en rampant et recommence, tout ça pour une histoire d'identité pas très claire. Inutile d'ajouter aux autres cette erreur. Une des autres horreurs, c'est qu'un jour, je n'ai plus vu Paco. Pas si grave, tu me diras, surtout que je couchais quand même avec d'autres que lui, mais tu vas comprendre. Lors de notre dernière rencontre, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup maigri. Ses joues s'étaient creusées, ce qui rendait d'ailleurs son sourire plus émouvant et ses yeux semblaient plus grands. Il toussait beaucoup, mais comme je lui posais des questions, il me disait que c'était le tabac, il fumait trop, il allait arrêter, ça irait mieux. Ce soir-là, il ne m'a pas demandé de l'emmener chez moi. Et moi, je n'ai rien dit. Il a disparu, même les piliers du bar ne m'ont plus vu. Il me manquait. Tu me manquais tellement, Antonio. Quelques mois plus tard, je suis tombé malade. Je te passe les symptômes, les consultations moralisatrices et les examens divers. Je te passe aussi l'annonce brutale et maladroite du médecin qui n'était pas un ange ou alors exterminateur. Bref, un sombre sigle m'avait rattrapé et celui-là, tu ne le connais pas. Sida. Syndrome d'immunodéficience acquise. Un truc mortel qui se contracte en baisant, peu importe le sentiment. Un virus mystérieux qui te torpille les défenses et te laisse à la merci de tout, surexposé à la merde ambiante.
Je résume. Pas envie d'en faire toute une histoire, tout le monde connaît ça aujourd'hui, tu n'as qu'à lire les journaux. Il y en a même qui disent que c'est un coup de la CIA. Ça me rappelle des choses. Un genre de coup d'État sur ton organisme, c'est ça. Tu connais bien la suite, toi, non? Ma suite à moi, c'est que j'ai commencé à me poser des questions, ou plutôt une question. Qui m'avait refilé cette seconde mort? Et à qui l'avais-je à mon tour donnée? Il n'y a pas de réponse, bien sûr. On ne peut pas savoir. Et les autres questions, combien de temps, comment, quelle infection, dernier jour, enterrement ou crémation, sont subsidiaires quand, comme moi, on est depuis 30 ans en sursis. J'ai commencé à me soigner, ou du moins, je me suis laissé faire. Quand je n'allais pas trop mal, je me rendais encore au bar où Paco ne venait plus. Un jour, Fernando et Isabelle m'ont dit qu'il était mort. Et ils l'avaient appris par Jean-Louis, un traducteur français qu'il connaissait et qui était ami avec lui. À ce moment-là, en Espagne, on ne disait pas encore les mots, les vrais mots pour dire les choses. Ça faisait tellement tâche dans l'euphorie post-franquiste. On parlait par métaphore. La dictature avait ancré ça, ce qui revient parfois à la loi du silence. J'ai donc métaphoriquement compris que Paco était mort, victime de la CIA pour ainsi dire. Alors j'ai pensé que peut-être c'était lui, l'homme qui. Le savait-il? M'avait-il offert en toute conscience ce cadeau, toutes les nuits où son sexe me cherchait, toutes les aubes où il fixait le rictus de mes orgasmes? Je trouvais cette idée terrible, évidemment, d'autant plus que douteuse. Il se pouvait que, mais il se pouvait aussi que non. Puis j'en ai su davantage sur la maladie. J'ai su que la chronologie dans son évolution n'était pas la même pour tous, que ça dépendait des gens, du physique mais aussi des conditions psychiques, comme dans la torture, tu sais. Et alors là, une autre idée bien plus terrible m'a envahi, pour ne plus jamais me lâcher jusqu'à présent, jusqu'à l'instant précis où je t'écris. Et si c'était moi, celui qui? Si c'était moi, qui portais déjà ça sans le savoir, sans en souffrir encore, et si c'était moi qui avais tué Paco? Et en avais-je tué d'autres, et combien? Et je me disais, et je me dis encore, on finit toujours par payer, quand on a donné la mort, d'une façon ou d'une autre. On en meurt aussi, souvent lentement, calmement, parfois sans bruit dans le coin d'une chambre d'hôpital psychiatrique, appuyé sur les rebords d'un lavabo, face à un miroir sadique qui veut qu'on parle à tout prix, qu'on dise la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, Antonio, je ne sais pas si tu la sais, mais elle n'est pas tranquille. La vérité est que j'ai compris ce qui s'appelle comprendre. J'ai compris que j'étais un meurtrier. Je l'ai compris ici. Mais j'ai choisi ma cellule. Non celle de la prison des corps, mais celle des âmes et des cœurs. Un jour, dans le cabinet du médecin qui me suit, j'ai simulé une crise de démence. Je ne me suis pas beaucoup forcé, peut-être même que je n'ai pas du tout joué. Je n'ai eu qu'à lâcher, à tout laisser aller, abandonner tout mon corps, laisser filer les mots et toutes les métaphores dans le désordre. Ça a suffi. Le lendemain, j'étais ici. Depuis, les jours passent et j'expie. J'expie ce jour à la rivière où nous étions allongés nus, par cet après-midi bien douce pour la saison. Ton beau visage et tes cheveux mouillés se mêlant aux herbes hautes, le petit papillon vert posé sur ton épaule, tes yeux fermés sautillant légèrement, tes lèvres un peu tendues qui cherchaient un baiser, celui d'une femme qu'évidemment je n'étais pas. Et je n'ai pas résisté. J'ai voulu t'embrasser. Tu ne dormais pas. Tu m'as senti me pencher. Tu as tourné la tête, évité ma bouche. Je crois que là, ma vie s'est brisée, Antonio. Tu n'as rien dit, moi non plus. Nous nous sommes tus sur le chemin du retour à Santiago. Santiago du Chili. Tu préférais ne plus me voir un certain temps,
Ne pas avoir à souffrir de ma peine, tu dis, juste avant de descendre du bus. J'ai dit d'accord. Nous nous sommes dit au revoir. Quelques mois plus tard, c'était le putsch, les chars, l'hallucinant pilonnage de la monnaie, la mort de Salvador Allende et tout le bordel. On m'a rapidement arrêté, interrogé, torturé. J'étais faible et brisé. Je n'ai pas résisté très longtemps. J'ai donné ton nom. Je t'ai trahi. J'ai vendu ta peau pour sauver la mienne. Raté. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da dum, da 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 dum. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da dum, da 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 dum, da da dum, da 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 dum. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da dum, da 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 dum. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un petit peu difficile. On lui laisse quelques minutes
et vous pouvez renseigner à côté. Voilà. Merci à vous tous pour ce grand moment que nous avons partagé tous ensemble. Il y a aujourd'hui combien d'années que je me suis enfui pour toujours de Santiago, Antonio? Nous sommes en novembre, mois de ton anniversaire, je crois, mais je ne sais plus très bien. Là, je n'arrivais pas à me décider. Et puis j'ai vu le calendrier accroché à côté du petit miroir ébréché, et il m'est venu un pincement au cœur. Ce souvenir de Santiago, de novembre, et de toi. J'ai vu novembre, et je t'ai vu, à la rivière, tes longs cheveux dans les fleurs et des insectes bourdonnant au-dessus de nos têtes. Le genre de vision naïve et charmante qui fait si mal, qui laisse si lourd du vide qu'elle laisse. Je viens de regarder par la fenêtre. La fenêtre de ma chambre donne sur l'arrière d'un autre bâtiment de l'ensemble en ciment qui m'abrite. Il y plane toujours un air gris et confiné, même par beau temps. Un air épais et poisseux, qui fait se sentir sale lui aussi, et qui nous pousse nombreux à renoncer au bain, pour ceux qui savent encore ce qu'est l'hygiène du corps, pour ceux qui savent encore où est leur corps. Si tu étais là, tu pourrais voir tout un tas de petites lucarnes qui font des yeux au mur. Moi, je les appelle fenêtres, mais un enfant de 10 ans ne pourrait déjà plus passer au travers. Plus bas, tu verrais les poubelles entassées au rez-de-chaussée. Comme nous, elles débordent. On les ramasse, on les entasse. Elles restent là jusqu'à puer sous les lucarnes. Il n'y a qu'en levant la tête que tu pourrais voir un petit bout de ciel et voir qu'aujourd'hui, il fait beau, qu'une lumière perce le puits gris qui s'érige entre l'air pourri de ma fenêtre et le mur de l'autre immeuble. Et ce soleil comme voilé dessus me rappelle Santiago quand il fait chaud. Quand je me mets à penser comme ça à cette ville, Antonio, tu ne peux pas savoir l'envie folle, mais folle, qui me prend d'y retourner. Eh bien, le jour, tout devient si vieux tout à coup, et au regard de la mémoire si beau et moche à la fois. Ça m'est revenu tout à l'heure, en me regardant dans la glace pour savoir si j'allais me laver ou pas. Je me trouvais l'air sale, sans savoir si c'était au dehors ou en dedans. Depuis des années, c'est ainsi, je ne sais pas où je suis sale. Je sais que je le suis, c'est tout.
Certains jours plus que d'autres, et ça n'a rien à voir avec la crasse qui m'entoure. Parfois je me lave et ça ne part pas, je reste alors seule et sale. D'autres fois je sais que rien n'y fait, c'est inutile et je m'épargne cette corvée qui m'épuise, cette douche qui m'essouffle. J'essaie de me sourire dans la glace et voilà, je suis lavé pour la journée.